Antananarivo, comme d'autres villes du Sud, fait face à d'importants défis en termes de développement urbain. Un quartier précaire se définit comme étant un quartier qui réunit des conditions de privation et de vulnérabilité à 2 niveaux d'échelle spatiale, le secteur, le quartier et la parcelle. Il cumule le déficit d'accès aux infrastructures fonctionnelles, souvent aggravé par l'immigration et des services urbains de base, ainsi que promiscuité à l'échelle du secteur quartier, concentration élevée d'habitations non durables et surpeuplées de petite taille et exposition forte à des aléas. Le Grand Antananarivo, qui englobe la capitale de Madagascar, et les communes périphériques recensent de nombreuses zones auxquelles la définition de quartier précaire correspond. Avant de parler des problématiques des quartiers précaires, il faut voir aussi que la ville est un système dont fait partie des quartiers précaires. Donc si un maillon de ce système est défaillant, il faut redresser cette situation. C'est pourquoi le projet Produire tend à améliorer cette résilience des quartiers les plus vulnérables du Grand Antananarivo. Afin de mieux cerner les défis inhérents à la capitale de Madagascar et ses environs, Produire a réalisé une étude sur la stratégie de résorption des quartiers précaires dans le Grand Antananarivo, qui s'étend sur 76 863 hectares et qui concentre 2,8 millions d'habitants. 30 à 35% du Grand Antananarivo est couvert par des zones humides, marécages, rizières, plans d'eau. L'habitat précaire représente 25% des constructions de la capitale. Depuis 2003, la superficie des secteurs précaires a augmenté de plus de 50%. Les quartiers précaires du Grand Antananarivo sont caractérisés par des constructions dégradées, une densité d'occupation élevée, des matériaux de construction de récupération hétéroclites, souvent précaires, et une absence de confort élémentaire. Sur le plan de l'adduction d'eau potable, seuls 8% des ménages ont l'eau potable dans leur logement. 76,1% vont dans les bornes fontaines et 15,4% utilisent des puits. En matière d'électricité, si certains ménages sont toujours au stade de la lampe à pétrole ou même de la bougie, l'utilisation des panneaux solaires devient de plus en plus fréquente. La cuisine au feu de bois ou au charbon de bois dans un petit local extérieur reste très courante dans les quartiers précaires. En termes d'hygiène, on rencontre peu de ménages avec des toilettes dans leur logement ou leur parcelle. 14,4% vont dans des toilettes publiques, 57,4% vont dans des toilettes privées collectives. Les services de collecte des déchets municipaux par la SMA sont insuffisants en raison de difficultés financières qu'ils rencontrent. Le manque d'entretien, la dégradation avancée totale ou partielle sont des signes de précarité souvent évoqués par les ménages rencontrés dans le cadre de la mise en place de la stratégie de restructuration des quartiers précaires. Selon eux, ceci vient de la négligence, du refus généralisé des propriétaires de prendre en charge les réparations nécessaires. La suroccupation et la promiscuité sont fréquentes car la taille des logements est souvent insuffisante. La moyenne de 3 personnes par pièce ne rend qu'imparfaitement compte d'une situation très critique, surtout dans les petits logements. De nombreux facteurs ont déclenché la formation des quartiers précaires dans le temps et dans l'espace. Les causes principales de l'accroissement des quartiers précaires s'inscrivent sur 5 registres. Le contexte national et externe, les aléas, la gouvernance, le foncier et l'habitat et le logement. D'abord, le contexte national et externe, comme le flux migratoire et la pauvreté, dû notamment à l'instabilité politique. Ensuite, les aléas. En effet, une part importante de l'aire du Grand Antananarivo est inconstructible, du fait notamment de la présence de zones inondables ou exposées aux mouvements de terrain. En troisième lieu, la gouvernance. La planification urbaine et la prise en compte des communautés. En effet, il est fréquent par exemple qu'au niveau du Fuktan, la participation de la communauté soit non effective et qu'un manque de ressources pour concrétiser la vision soit une réalité. Le foncier est une des causes de la formation des quartiers précaires. La sécurisation foncière existante concerne dans les faits trop exclusivement les parcelles plutôt que les occupants. La dernière cause réside sur l'habitat et le logement. Les besoins en habitat abordable sont non satisfaits par l'offre actuelle. La question qui se pose est de savoir si investir dans les quartiers précaires en vaut-il vraiment le coup ? Dans le domaine économique, les villes génèrent 3/4 du PIB national. Leur rôle est donc primordial. La croissance y est également importante avec un accroissement de 4,6% chaque année.
Avant toute chose, il faut aussi évoquer qu'une restructuration de quartiers précaires n'est pas un projet d'embellissement. Elle a aussi une visée stratégique et économique qui valorise l'ensemble d'un quartier. À titre d'illustration, si on assainit un quartier, sa valeur augmente de 5 fois, mais restructurée à un coût énorme. Pour Antananarive, c'est 500 millions de dollars sur 10 ans. C'est le coût à payer sur plus de 50 ans de laisser aller à Antananarive. Un total de 500 millions de dollars est nécessaire sur 10 ans pour la restructuration des quartiers précaires du Grand Antananarive. Alors, pour le cas d'Antananarive, comment mobiliser autant de financements qui apparaissent comme étant prioritaires ? Concernant les sources de financement, il y a plusieurs options. Il y a le coût de restructuration curative et aussi préventive. Ce dernier nous évite à encore payer plus cher. On peut citer 9 sources de financement qu'on pourrait utiliser sur les quartiers précaires à Madagascar. La première source, c'est le Fonds de développement local, le Fonds national de péréquation, le Fonds national de l'habitat, le Fonds national de l'aménagement du territoire, le Fonds national du logement, les financements des partenaires techniques et financiers et aussi le financement des collectivités territoriales décentralisées et en dernier lieu les crédits d'investissement destinés à l'appui au développement. Les projets mis en œuvre par les opérateurs immobiliers jouent un rôle important dans l'aménagement urbain du Grand Antananarive, mais ils devront être guidés pour être bénéfiques à certains quartiers précaires du Grand Anna. Il est important que ces projets ne doivent pas se concentrer seulement sur les aspects rentables, mais aussi contribuer à des inclusions sociales et de réduction d'inégalités dans les quartiers précaires aussi. Certains modèles à l'international peuvent être répliqués ou améliorés. À l'international, plusieurs modèles de financement existent. Le premier, c'est les coopératives d'habitat. Le second, c'est les groupes d'épargne de crédit, les coopératives d'épargne et de crédit. Le troisième, c'est la fédération d'épargne de crédit. Et le quatrième, c'est les actions étatiques. Les deux premières sources de financement sont gérées par les collectivités ou les communautés locales eux-mêmes. Les communautés se sont organisées entre eux pour gérer des fonds qui visent à améliorer leur habitat, leur logement et aussi des fois des services de base autour de leur quartier. Les groupes d'épargne de crédit sont nombreux. Dans le cas de l'Afrique de l'Ouest, il y a des systèmes de tantiniers entre les habitants de quartier pour aider à améliorer leur habitat et leur logement. Les fédérations de groupes d'épargne de crédit, on peut citer l'exemple du Slum Dwellers International qui a été créé en 1970 en Inde, qui s'est développé dans 32 pays en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Pour les actions étatiques, on peut citer l'exemple en Thaïlande. Le gouvernement thaïlandais a transféré des fonds auprès des communautés locales et même auprès d'un ménage individuel pour améliorer leur habitat et permettre ainsi de solutionner la résorption de quartiers précaires. Cette action du gouvernement thaïlandais a permis de restructurer les bâtis de 3400 ménages à travers 12 communautés locales et a permis de restructurer des opérations urbaines standardisées. La restructuration des quartiers précaires du Grand Antananarive représente un défi majeur et une opportunité de transformation urbaine significative. À l'échelle du Grand Anna, la vision stratégique est de créer des communes interconnectées, cohérentes et aussi d'avoir une armature urbaine bien organisée. Mais cette vision comporte aussi un aspect résilient et aussi la multiplication de polarités autour de la ville d'Antananarive. À l'échelle de la ville, cette vision consiste à adopter une démarche en luttant contre les dégradations urbaines, surtout les aléas des inondations et aussi au glissement de terrain. Cette vision à l'échelle de la ville aussi consiste à protéger les poches de précarité par des aménagements paysagers autour des bassins de rétention et zones tampons et aussi par des actions de reboisement urbain. À l'échelle de quartier, cette vision consiste à restructurer les quartiers précaires en des espaces bien planifiés, équipés et solidaires, qui favorisent la résilience et le développement socio-économique. Elle permettra d'améliorer les conditions de vie des populations vulnérables, de réduire les inégalités, de renforcer la résilience urbaine
de favoriser le développement socio-économique et d'améliorer l'image globale de la ville. Elle inscrira surtout la capitale de Madagascar dans une démarche de durabilité. Le produire a financé à hauteur de 125 millions de dollars pour rendre le Grand Antananarivo plus résilient et d'améliorer les conditions de vie des plus pauvres dans les quartiers défavorisés. Mais cet effort reste vain s'il n'y a pas de l'engagement de toutes les parties prenantes dans la maintenance et aussi dans l'entretien de ces infrastructures réhabilitées. Pour rendre la ville plus durable, cela nécessite l'engagement de tous, et plus particulièrement des communautés locales où se situent les quartiers les plus défavorisés. Pour en terminer, je vais reprendre la citation de Sheila Patel de Slum Dwellers International. La ressource la plus puissante d'une communauté est son organisation, sa capacité à apporter ses propres idées, ses ressources et ses stratégies à la table des concertations.